J'utilise des noms inventés pour nous deux. Je me ferai appeler Evan et mon partenaire Lena. Et l'événement qui a tout déclenché remonte à l'été 2017. Nous étions ensemble depuis assez longtemps pour nous installer dans des habitudes confortables, le travail, le dîner, les promenades tardives, tout en restant suffisamment curieux et fébriles pour poursuivre de petits frissons le week-end. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à la Whaley House, à San Diego, un lieu lesté de décennies d'histoire murmurée, le genre d'endroit qui figure sur toutes les listes locales des lieux les plus hantés que l'on puisse visiter. Je l'avais toujours considéré comme une attraction touristique, un endroit que l'on traverse, où l'on prend quelques photos avant de passer à autre chose. Je ne m'attendais à rien de réel. Pourtant, le malaise s'est installé dès notre entrée dans l'ancienne salle d'audience du rez-de-chaussée. L'air semblait peser. Une froideur s'abattait sur mes épaules, venue d'en haut, comme si le plafond était légèrement plus bas qu'il n'y paraissait. Aucune cause évidente, pas de courant d'air, pas de bouche d'aération visible, seulement une lourdeur qui s'enfonçait profondément dans ma cage thoracique. À l'étage, dans le couloir étroit bordé de chambres, la sensation s'est brusquement transformée en quelque chose de plus tranchant. Ma vision s'est resserrée. Les lames du plancher semblaient retenir une énergie enfouie, une vibration ténue née de leur âge. Toute la maison donnait l'impression d'être éveillée, consciente, attentive. Je traversais les pièces plus vite que je ne l'aurais voulu, sans vouloir paraître effrayée, mais incapable de me défaire de l'instinct que ce silence n'avait rien de naturel. Lorsque j'ai senti la peau de mes jambes se couvrir de chair de poule, j'ai ignoré le signal. Quand j'ai remarqué que Lena adoptait la même posture, épaules raides, bras plaqués contre le corps, je l'ai ignoré aussi. Mais quelque chose nous a suivis. Pas le récit, pas l'ambiance, pas l'histoire, autre chose. Lorsque nous sommes revenus à la voiture, mes mains tremblaient. Un tremblement si discret qu'on ne s'en rend compte qu'après coup, celui qui naît d'une montée d'adrénaline sans issue. J'ai mis cela sur le compte de l'endroit qui m'avait troublé l'esprit. Les vieilles maisons font ça. Elles s'infiltrent dans l'imagination et soulèvent des impressions comme de la poussière. Cela ne pouvait être que ça. Sauf que la sensation ne s'est pas dissipée. Ce soir-là, en rentrant chez nous, l'air de l'appartement paraissait vif, chargé d'une pression sans nom. Les lumières du salon ont à tout vacillé une fois lorsque nous sommes entrés. Rien d'inhabituel. L'immeuble avait souvent des problèmes, mais le timing a gravé un tranchant particulier dans mes pensées. J'ai tenté de me distraire en m'affalant sur le canapé, faisant défiler mon téléphone, me répétant que j'avais besoin de dormir. Le tremblement de mes mains s'est mué en une vibration légère dans mes bras, puis dans mes jambes, jusqu'à ce que tout mon corps résonne d'une vigilance sourde, comme prêt à réagir au moindre mouvement. Le sommeil s'est fait attendre. Lorsqu'il est venu, il s'est fragmenté, de courts éclats de noir, nets et abrupts. Chaque fois que je sombrais, quelque chose me ramenait à l'éveil. Sans raison, sans bruit, simplement cette certitude silencieuse que je n'étais pas seule dans la pièce. Les ombres semblaient plus profondes que d'ordinaire, stratifiées. Ma respiration résonnait dans mon crâne. Je suis restée éveillée presque toute la nuit, le cœur battant bien trop fort pour justifier une telle immobilité. Le lendemain matin, la cuisine avait quelque chose de légèrement dissonant. Les objets n'étaient pas à leur place. Une pile de verre posée sur le plan de travail avait glissé de l'autre côté de l'évier. Le petit pot de sucre, habituellement calé entre la boîte à café et le sel, s'était rapproché d'1 centimètre de la cuisinière. Rien de spectaculaire, rien d'impossible, et pourtant, tout sonnait faux. Je me suis dit que j'avais dû déplacer ces choses sans m'en rendre compte. Les gens font ça tout le temps, à moitié endormis. Mais les arguments que je construisais mentalement semblaient fragiles, inconsistants, comme si j'empilais des excuses pour empêcher quelque chose de beaucoup plus simple d'émerger à la surface. La nuit suivante a balayé ses défenses. Tout a commencé par la lumière du couloir, qui a cligné une seule fois, brièvement, suffisamment pour attirer mon attention, pas assez pour déclencher l'alarme. Je me brossais les dents, épuisée, n'aspirant qu'à m'effondrer. Puis la porte de la salle de bain s'est entrouverte de quelques centimètres, dans un mouvement doux mais résolu. Pas un grand battement, pas un claquement, une pression continue, comme un pas délibéré en avant.
L'air s'est tendu contre mon dos. Toute ma colonne vertébrale s'est figée. J'ai coupé l'eau et attendu, retenant mon souffle, tandis que mon reflet dans le miroir me renvoyait un regard écarquillé, incrédule. La porte ne bougea plus. Je suis sortie dans le couloir et la lumière a vacillé une seconde fois. Une seconde plus longue. Puis la température a chuté brutalement, au point de contracter instantanément la peau de mes bras. C'était comme traverser une poche dense et invisible d'hiver. Pas un courant d'air, pas une bouche de climatisation. Une poche. Les lumières se sont complètement éteintes. Je suis restée immobile, à l'écoute. Le silence exerçait une pression, comme s'il était rempli de vibrations que je ne pouvais entendre mais ressentais à l'arrière du crâne. Lorsque les lumières se sont enfin rallumées, d'un coup sec, le couloir paraissait légèrement différent, pas changé, incliné, comme si les distances entre les objets avaient subtilement glissé. Plus tard dans la nuit, alors que nous tentions de dormir, quelque chose a raclé le sol. Un frottement sec. Pas près du lit, pas assez proche pour se confondre avec un demi-sommeil. Cela venait du salon. Un raclement lent, régulier. Puis une pause, puis un autre. Je suis restée là, l'adrénaline me traversant les veines, comme une décharge électrique me forçant à ne pas bouger. Le bruit ne s'est arrêté qu'après un nouveau changement de l'air. Une autre chute de température. Une autre poche invisible qui se resserrait contre les murs. Le lendemain matin a apporté quelque chose que je ne pouvais plus expliquer. Les chaises de la cuisine s'étaient toutes légèrement tournées vers le couloir. Pas la table, pas les assiettes, pas une pile de serviettes, juste les chaises, chacune orientée selon le même angle, comme si les quatre avaient pivoté vers le centre de l'appartement pendant la nuit. Le tremblement est revenu dans mes membres. Il ne s'est plus arrêté. Au fil des jours suivants, l'activité s'est intensifiée. L'air emprisonnait la pression en poches étranges dans l'appartement, me comprimant la poitrine lorsque je passais d'une pièce à l'autre. J'ai commencé à me sentir observée, pas vaguement, pas de façon abstraite, mais avec la sensation précise d'une paire d'yeux invisibles suivant chacun de mes mouvements avec une patience silencieuse. Des ombres frémissaient en périphérie de mon champ de vision, même sans source lumineuse derrière elles. Des objets se déplaçaient sur de très courtes distances, uniquement lorsque nous ne regardions pas. Mais le pire n'était ni le bruit ni le mouvement. C'était cette attraction. L'impression que quelque chose voulait capter l'attention, absorber de l'énergie, être reconnu. Une traction subtile s'exerçait sur mes pensées, interrompant mes gestes, déréglant mes routines, me plongeant dans de longues absences, les yeux fixés sur le vide. Mon esprit se brouillait, dérivait. Je n'en sortais que lorsqu'un frisson glacé parcourait mes épaules, la même sensation que dans la Whaley House, comme si quelque chose s'était penché assez près pour effleurer ma peau. Une nuit, allongée dans le lit, j'ai senti un poids s'affaisser sur le matelas. Pas le poids entier d'un corps, mais la pression ténue et indéniable de quelqu'un posant une main sur le bord du lit. Pas un craquement, pas un affaissement progressif, une pression. Je n'ai pas bougé. Le poids est resté 3 longues secondes, puis s'est retiré d'un seul mouvement fluide. Ma respiration s'est bloquée. Mon corps s'est verrouillé. Pendant plusieurs minutes, l'air de la pièce est demeuré rigide, comme s'il se refermait autour de ma poitrine. Je suis restée éveillée jusqu'au matin, incapable de fermer les yeux sans que la sensation de ce poids ne se rejoue encore et encore. La semaine suivante, l'activité de type poltergeist s'est intensifiée selon des schémas qui semblaient plus délibérés. Pas des coups aléatoires, pas des déplacements accidentels, une interaction intentionnelle. Un cadre photo a glissé de plusieurs centimètres sur l'étagère juste devant moi. Aucun courant d'air, aucune vibration. Un glissement lent et continu. La porte d'un placard de la salle de bain du couloir s'est ouverte à moitié, toute seule, centimètre par centimètre. Je la regardais, comme hypnotisée, clouée sur place par des crochets invisibles. Une fenêtre pourtant verrouillée a tremblé dans son cadre, malgré le calme absolu à l'extérieur. Chaque objet bougeait par petites touches calculées, comme pour communiquer, non pour hanter, comme s'il répondait à une séquence muette de nos gestes. La nuit, le matelas se mettait à vibrer légèrement, pas violemment, mais selon un tremblement rythmique et diffus qui parcourait le sommier. Une vibration en phase avec la tension qui s'accumulait dans l'air. Quoi que ce fût, cela nous avait suivis. Ou
peut-être s'y était-il attaché là-bas. Mais le moment le plus intense est survenu 2 semaines plus tard, lors d'une nuit qui reste dans ma mémoire, comme une traînée d'adrénaline et d'électricité statique. La lampe de chevet s'est mise à faiblir, sa lumière tombant à une lueur ambrée sans qu'aucune main ne la touche. La pièce s'est chargée d'ombre, les coins s'assombrissant au-delà du normal. Ma respiration s'est accélérée. L'air vibrait, parcouru d'un bourdonnement que je sentais dans mes côtes. Quelque chose se resserrait contre le matelas, une infime ondulation. Puis le cadre entier du lit a tremblé une seule fois. Pas violemment, pas au point de causer des dégâts, mais assez pour entraîner la pièce entière dans ce sursaut, une secousse brève et sèche, comme une injonction à prêter attention. L'air s'est alourdi, se comprimant vers l'intérieur. Je me suis redressée, sentant les battements de mon cœur résonner dans mon crâne. Les ombres près du placard semblaient palpiter, comme si elles avaient gagné en densité. Quelque chose de froid a glissé près de mes pieds, effleurant ma peau avec la sensation vague de doigts traînant sur de la chair nue. Je me suis forcée à respirer. Une autre vibration a parcouru le matelas, plus lente cette fois, partant du pied du lit pour remonter avec une progression délibérée. Tout mon corps s'est figé, mes muscles se sont contractés malgré moi. Puis, soudain, quelque chose s'est rompu. Pas physiquement, sans dégâts, atmosphériquement. Un basculement de pression, rapide et total, comme si la tension invisible de la pièce venait de céder d'un coup sec. L'air s'est réchauffé une seconde, puis est devenu clair. Mon rythme cardiaque s'est apaisé. Les ombres ont retrouvé leur proportion normale. Le bourdonnement s'est dissous dans le silence. Pour la première fois depuis des semaines, l'espace semblait vide. Les jours suivants ont été calmes. Plus d'objets déplacés, plus de poches de froid, plus de vibrations dans le matelas, plus de sensations de regard me suivant d'une pièce à l'autre. Le silence n'avait rien de contenu ni d'attentiste. Il était naturel. L'appartement avait retrouvé son immobilité ordinaire. Et pourtant, le souvenir demeure, dense, lourd, imprimé dans l'esprit. Je ne comprends toujours pas ce que nous avons vécu. Et j'ai évité de combler les vides par la superstition ou la fantaisie. Tout ce qui s'est produit était réel, physique, vécu, vu et ressenti. Peut-être que l'énergie de la Whaley House était plus puissante que nous ne l'avions imaginé. Peut-être que certaines impressions s'attachent aux personnes, dans des conditions particulières. Peut-être qu'une attention accrue appelle une réponse. Ou peut-être que les lieux anciens et les vieilles histoires absorbent les émotions et les relâchent de manière imprévisible chez ceux qui y sont sensibles. J'ai cherché des réponses dans les moments de calme, rejouant chaque détail, le poids sur le matelas, le raclement sur le sol, les déplacements infimes des objets, la pression de l'air qui se déplaçait comme une présence dotée d'intention. Chaque souvenir a une forme, mais aucune explication nette. Alors, si quelqu'un qui lit ceci a une idée de ce que nous avons vécu ou de la manière dont une telle chose peut être comprise ou apaisée, j'aimerais sincèrement le savoir.